Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous conter la légende du Bye Bye Man. Donc prenez garde, il se rapproche de vous, il arrive. Cette histoire commence en automne 1990, aux États-Unis, plus précisément dans le Wisconsin, où trois étudiants, John, Elliot et Catherine, se sont réunis pour jouer avec une vieille planche de Ouija. Vous savez ce que je pense des planches de Ouija. Ils avaient trouvé cette planche dans le grenier de leur maison et ils étaient tous fans du paranormal. Ils appréciaient les films, les livres, tout ce qui traitait du sujet de l'épouvante. John et Elliot étaient tous les deux écrivains et Elliot était un écrivain qui avait plutôt du succès et ses histoires avaient tous un point commun, elles étaient toutes sordides. Elliot était diplômé en folklore, il adorait la culture gothique et les biographies de tueurs en série. En plus de ça, c'était également à ses heures perdues un chasseur de fantômes. Effectivement, il avait passé plusieurs années à rôder dans les cimetières, dans les lieux dits hantés, à la recherche d'esprits qui pourraient communiquer avec lui. Malheureusement pour lui, il n'a jamais rien vu ou vécu d'inexplicable. John, quant à lui, étudiait la philosophie, le mysticisme et était passionné par les travaux de Joseph Campbell. Catherine, la petite amie d'Elliot, était une jeune femme plutôt sensible, assez anxieuse et facilement impressionnable. D'ailleurs, John et Elliot s'amusaient régulièrement à lui faire des petites frayeurs en imitant un esprit pour se moquer d'elle. Ce petit groupe était quand même assez excité à l'idée d'utiliser cette planche de Ouija car ils espéraient tous au fond d'eux pouvoir communiquer avec des esprits. En plus de ça, ils voulaient vérifier la théorie que l'effet idéomoteur inconscient ne faisait pas tout sur les planches de Ouija. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est, l'effet idéomoteur inconscient, c'est qu'en fait quand on a par exemple les mains sur le petit truc sur la planche de Ouija qui bouge, en fait inconsciemment on peut le faire bouger. Alors qu'on ne met pas forcément de force ou on n'a pas envie de le faire bouger, mais bon, on le fait bouger naturellement sans s'en rendre compte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vient donc le moment de la première séance de Ouija de notre beau trio. Pour maximiser leur chance d'avoir des résultats, les trois amis décidèrent de se mettre dans une ambiance plutôt adéquate pour cette séance. Ils ont éteint les lumières et allumé des bougies, ils ont mis le Requiem de Mozart sur la chaîne stéréo, ils s'étaient vraiment mis bien pour cette petite séance. Ils ont décidé que John et Catherine mettraient les mains sur la planche de Ouija et que ce serait Elliot qui noterait les réponses aux questions posées. Bien qu'ils aient fait une sacrée mise en scène et qu'ils étaient tous très concentrés, ils n'ont eu aucun message. Ils ont réitéré l'expérience à plusieurs reprises et au bout d'un moment, ils ont enfin obtenu une connexion avec les esprits. Au début, les esprits donnaient des réponses plutôt vagues. Ils parlaient de nouvel âge, d'amour, et c'est un esprit en particulier qui va les intéresser. Cet esprit, ils l'ont appelé l'esprit du Ouija. Il y avait comme un sentiment que cet esprit-là contrôlait toutes les autres entités qui étaient venues pour communiquer via cette planche de Ouija. Apparemment, aucune de ces entités-là n'avait été vivante avant. C'était des sortes de consciences libres qui se baladeraient sur notre planète. Ce qui est assez intéressant, c'est que chacune de ces entités avait leur propre identité et en fait on pouvait vraiment les distinguer entre elles par rapport à leur manière de parler au travers de la planche ou leur manière d'interagir avec la planche. Et en fait c'est la plus grosse entité, l'esprit du Ouija, qui faisait le lien avec les différentes entités qui étaient également présentes. D'ailleurs, ils ont l'impression que cet esprit du Ouija est plutôt bienveillant parce qu'il permet au trio de communiquer avec au total 8 entités qui ne leur veulent pas de mal. Tout ça pour les protéger éventuellement d'entités malveillantes. Plutôt cool. Bien sûr, le trio a fait quelques tests qui étaient faits à la demande de Ellie, c'est-à-dire de réaliser les séances de Ouija les yeux bandés pour voir s'il n'y avait pas l'un d'entre eux qui essayait de fausser un peu les trucs. Les résultats étaient toujours les mêmes, les entités se présentaient, les mêmes entités avec lesquelles ils avaient l'habitude de parler. Donc apparemment, aucune des trois personnes présentes à cette séance de Ouija ne faussait quoi que ce soit. Apparemment. Bien sûr, pour poser des questions et qu'ils aient des réponses, ils ne pouvaient pas non plus faire n'importe quoi avec la planche. Elle ne permet pas de faire des phrases hyper explicatives. Du coup, ils posaient des questions, on devait répondre par des chiffres ou par des oui, par des non. Les réponses restaient assez vagues, mais ça restait quand même cohérent par rapport aux questions posées. Au bout de nombreuses séances de Ouija, les pages du cahier d'Elliot étaient de plus en plus noircies par ses réflexions et en plus, le trio commençait un peu à se lasser du monologue des entités à qui il parlait parce que en fait elle se répétait quand même assez souvent, à toujours parler de nouvel âge et d'amour. Elliot, lui, son objectif c'est de parler à un mort. Il n'a pas oublié cet objectif là depuis la première séance de Ouija. Du coup, Elliot va poser la question aux entités et va leur demander est-ce que c'est réalisable. Et les entités vont lui répondre que une entité malfaisante est présente avec eux et que cette entité là cherche à communiquer via la planche de Ouija mais que l'esprit du Ouija l'empêche pour ne pas les mettre en danger. Les bons esprits ont révélé l'identité de cette entité paranormale malfaisante. Son nom, c'est le Bye Bye Man. C'était une entité masculine. Ce qui est le plus surprenant en fait, c'est que cette entité
était l'esprit d'un homme qui était encore vivant. Elliot, qui est totalement fasciné par cette révélation, il demande à lui parler, mais Catherine, totalement angoissée par ce qui vient d'être révélé, décide d'enlever sa main de la planche de Ouija, ce qui annule toutes les communications. En fait, Catherine a connu plusieurs expériences paranormales qui l'ont traumatisée, du coup elle veut éviter de renouveler cette expérience. D'ailleurs, ce traumatisme est tellement fort qu'elle ne peut plus regarder le film d'horreur. On en est vraiment à ce niveau-là. Ce nouveau traumatisme se créant chez Catherine, elle ne veut plus s'approcher de la planche de Ouija. Du coup, John et Elliot essaient d'organiser une séance à deux, mais malheureusement, la connexion avec les esprits ne se fait pas. Ils ont vraiment besoin d'être le même nombre avec lequel ils ont commencé leur première séance. Du coup, ils proposent à Catherine un compromis. Ils lui demandent de revenir dans le trio pour pouvoir rétablir la connexion avec les esprits au travers de la planche de Ouija, mais en contrepartie, il s'engage à ne pas parler directement à cette entité qui se fait appeler le Bye Bye Man, mais plutôt à poser des questions aux autres entités qui sont positives concernant cet esprit qui a l'air malfaisant. Catherine accepte et du coup ils vont retenter une nouvelle séance de spiritisme. Sauf que malheureusement pour eux, à chaque fois qu'ils posaient des questions sur ce Bye Bye Man, les entités refusaient de leur répondre. Clairement, les entités répondaient aux abonnés absents. Effectivement, quand on leur posait des questions sur d'autres sujets, ils répondaient, mais dès qu'on leur posait une question sur le Bye Bye Man, la planche s'arrêtait totalement de bouger comme s'il n'y avait personne. John, il essaye de mettre un coup de pression. Il dit, en s'adressant à l'esprit de Ouija, qu'il est fatigué de ces conversations ennuyeuses et monotones, et que du coup, il va changer de planche de Ouija. Oui, c'est un style de coup de pression, mais est-ce que ça marche, je sais pas. Le trio a donc acheté une nouvelle planche de Ouija dans le commerce, mais malheureusement pour eux, là ils n'arrivent plus du tout à rentrer en contact avec les esprits. Rien du tout, rien ne se passe. Du coup, au bout d'un certain moment, vu qu'ils sont déçus, ils reprennent leur ancienne planche pour renouer le contact avec ce fameux esprit du Ouija qui, au moins, lui, leur répondait. Et fort heureusement pour eux, ils ont eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Beaucoup de chance, on sait pas trop, mais pour eux, ils ont réussi au moins à atteindre l'objectif qu'ils voulaient parce que l'esprit du Ouija veut bien leur raconter l'histoire du Bye Bye Man. En 1920, en Louisiane, un garçon né albinos. Sa peau est très pâle, ses cheveux sont blancs et ses yeux sont d'un bleu clair aussi clair que le ciel dégagé. Il était étrangement beau que c'en était perturbant. Ses parents, qui étaient très mystérieux, personne ne savait quoi que ce soit sur eux, l'ont abandonné et l'ont en fait déposé devant l'orphelinat local. En grandissant, le garçon a eu une croissance difficile. Effectivement, il se montrait un peu violent avec les autres garçons de l'orphelinat. Certains enfants le craignaient, ils avaient peur de lui, d'autres, au contraire, le tourmentaient. Il était plutôt solitaire, il n'avait aucun ami, et à plusieurs reprises, il a essayé de s'enfuir de l'orphelinat, mais à chaque fois, il a été retrouvé, puis ramené. Une nuit, ce jeune garçon a commis l'irréparable. Il a poignardé avec une paire de ciseaux une infirmière de l'orphelinat avant de s'enfuir. À partir de ce moment-là, plus personne à l'orphelinat ne l'a revu. De ce que l'esprit de Ouija a l'air de raconter, ce jeune garçon vivait sur les chemins de fer, suivant les lignes de train comme un vagabond, et qu'il laissait libre cours à ses instincts les plus meurtriers en tuant au hasard des personnes qu'il rencontrait sur son chemin. Dans tout le pays, aux alentours des chemins de fer, on retrouvait des cadavres totalement mutilés. Forcément, des rumeurs ont commencé à courir sur le fait qu'un albinos rôderait sur les lignes de chemin de fer et qu'il serait éventuellement meurtrier. Au-delà d'un fait, ce jeune garçon est ensuite devenu une légende dont tout le monde prononçait le nom en chuchotant. Certains témoins ont avoué l'avoir vu le long des chemins de fer. C'était maintenant un homme au visage totalement livide, aux longs cheveux blancs et aux lunettes noires, toujours habillé de la même façon, que ce soit en hiver ou en été, avec un long manteau et un grand chapeau. Il avait un tatouage à l'un de ses poignets et son autre main était tellement fine qu'on avait l'impression qu'on voyait directement ses os, avec laquelle il tenait un sac à bandoulière qui apparemment lui servait à transporter les langues et les globes oculaires de ses victimes. Au fur et à mesure du temps, cet homme était devenu aveugle et il avait apparemment commencé à développer certaines capacités psychiques, c'est-à-dire par la pensée. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui ou prononçait son nom, il l'entendait et il savait où cette personne-là se trouvait et il allait donc se rapprocher et venir à elle par les lignes de chemin de fer. En fait, les pensées des personnes qui pensent à lui et la voix de ces mêmes personnes quand elles prononcent son nom, en fait, le guide, l'éclaire vraiment comme un phare au milieu de la nuit. Si toutefois ces personnes arrêtaient de parler de lui ou de penser à lui, à ce moment-là, le phare s'éteignait et ils ne savaient plus où ils étaient. Là, vous vous dites que ça y est, il y a un moyen d'éviter cette personne. N'en soyez pas si sûr. Vous n'êtes peut-être pas forcément en sécurité. Cet homme qui parcourt les lignes de chemin de fer s'était fabriqué un compagnon par le biais des langues et des globes oculaires de ses victimes, à qui il avait réussi à donner vie avec ses connaissances en magie noire ou en vaudou, qui lui permit d'avoir une sorte de chien démoniaque à ses côtés. Le nom qu'on lui a attribué, c'est le Gloomsinger. Quand le Bye Bye Man arrivait dans une ville où il a été appelé, il libérait son chien démoniaque
démoniaque pour retrouver la personne qui avait pensé à lui ou qui avait prononcé son nom. Et une fois que cette personne a été retrouvée, son chien lâchait un sifflement pour guider le Bye Bye Man jusqu'à sa victime. Là, j'arrête pas de dire Bye Bye Man. Il va venir me voir. Il va venir me voir, c'est sûr. Vous inquiétez pas, je voudrais faire une petite vidéo avec moi. Comme ça, je pourrais le mettre en sécurité. En fait, concrètement, ce Gloomsinger était les yeux que le Bye Bye Man avait perdus. En plus de ça, cette créature se détériorait sans cesse à l'image d'une dépouille humaine. Et donc, le Bye Bye Man tuait sans cesse ses victimes pour redonner une meilleure vie à son compagnon. On revient voir notre trio pendant la séance de spiritisme et Elliot demande à l'esprit de Ouija où est le Bye Bye Man maintenant. L'esprit répond à Chicago. Il vous connaît, il se rapproche. À partir de ce moment-là, Catherine, qui est totalement horrifiée, on le rappelle, elle a vécu des traumatismes avec le paranormal. Elle enlève sa main de la planche de Ouija et commence à paniquer totalement. Ses deux amis essaient de la rassurer, mais en vain. À partir de ce moment-là, le trio replacèrent la planche de Ouija au grenier, là où ils l'avaient trouvée. Après ces révélations, les trois amis ne passèrent pas forcément les meilleures nuits de leur vie. Un soir d'un week-end, Elliot et Catherine étaient sortis pour aller voir un concert et sur le chemin de retour, ils passèrent par un pont qui était au-dessus d'une petite rivière. Elliot a aperçu une petite tortue, du coup il a décidé de descendre du pont pour aller un petit peu observer cet animal. Catherine, elle, était restée sur le pont et l'attendait. À un moment donné, Catherine a entendu un sifflement strident se rapprocher vers elle. Ça vous dit quelque chose? À ce moment-là, elle a tout de suite pensé au Bye Bye Man. Elle est partie en courant, laissant Elliot en bas à la rivière avec sa tortue. John, il est réveillé une nuit à 3 h du matin par des coups sur sa porte et il entend une voix féminine qui dit: Hey John, viens, lève-toi pour le petit déjeuner. John regarde l'heure et il se dit: 3 h du matin. Il est un peu tôt pour prendre un petit déj, non? Sauf qu'il pense que là c'est Catherine. Sauf que John se souvient très rapidement qu'en fait Catherine et Elliot ne sont pas là. Ils ne peuvent pas être en fait là où se trouve John. Du coup John commence totalement à paniquer. Il sort de son lit, il s'emmêle les pieds dans les draps et il tombe. Il tombe le visage face à la porte. Du coup ses yeux sont placés idéalement, si on peut dire ça comme ça, de manière à ce qu'il puisse apercevoir ce qu'il y a derrière la porte parce qu'il voit en fait sous la porte. Vous savez le petit écart qu'on a en dessous des portes. Et il voit deux ombres. Une grande et une petite. Il sait pertinemment que le Bye Bye Man est venu pour le chercher. John s'évanouit et se réveille à l'aube. La lumière éclaire totalement sa chambre et quand il regarde sous la porte, les ombres ont disparu. On avance d'une dizaine d'années sans qu'aucun incident notable se produise. Chacun prit des chemins différents. Elliot, lui, avait l'habitude de raconter à ses amis pour Halloween son histoire vis-à-vis du Bye Bye Man. Et en racontant ces histoires, il va attirer l'œil d'un écrivain qui s'appelle Robert Damon Schneck. Il interrogea Elliot et il en écrit un livre qui s'appelle L'histoire du Bye Bye Man qui a fait un buzz sur internet. Tout le monde en parlait et le Bye Bye Man devient une légende un peu comme Slenderman. Aujourd'hui, Catherine refuse de parler de cette histoire, de ce qui s'est passé, que ce soit sur les séances de Ouija ou sur le Bye Bye Man lui-même. John, lui, il vit une vie vraiment banale, il n'a pas eu d'autres expériences. Elliot, lui, c'est le seul qui n'a pas eu d'expérience paranormale. Il vit à New York et il a fondé une association à but non lucratif pour venir en aide aux personnes qui sont victimes de phénomènes paranormaux. Un peu à l'image des Warren, Elliot a gardé la planche de Ouija qu'il avait utilisée dans sa jeunesse pour les séances de spiritisme et il l'a enfermée dans une cabane avec d'autres objets apparemment dits occultes. Alors est-ce que le Bye Bye Man existe ou est-ce que ce n'est qu'une légende? Je vous laisse vous en faire votre propre avis. Apparemment des séances de Ouija ont bien été réalisées où son nom et sa légende ont bien été révélés. Mais par contre on ne sait pas si c'est quelqu'un qui a réellement existé. Effectivement l'écrivain qui a raconté cette histoire après que Elliot l'ait raconté a fait des recherches et apparemment il n'a pas trouvé de traces d'un orphelinat, vous savez le fameux orphelinat d'où le Bye Bye Man se serait échappé. Du coup, aucune trace non plus du meurtre de l'infirmière. Après, la question qui demeure, c'est qui a inventé l'histoire du Bye Bye Man et pourquoi? Cet écrivain doute de l'existence de cet individu, mais il prend quand même quelques précautions au cas où. Effectivement, quand il va en parler, il ne va jamais prononcer son nom, il va dire le BBM. Vous aurez compris pourquoi. Tu dis, ça n'existe pas, mais on sait jamais quoi. T'as pas envie de te faire tuer dans ton sommeil par exemple. Il y a vraiment un vrai mystère autour de cet individu. Vous avez vu, je dis plus son nom, mais je me suis déjà fait niquer, je crois. Mais il génère toujours une certaine fascination. Moi, je viens de découvrir son histoire et franchement, je suis déjà dedans quoi. Voici donc les théories qu'on pourrait avoir. Soit ce Bye Bye Man, maintenant je le dis, j'assume, serait une invention de l'inconscient collectif de Elliot, Catherine et John pendant la séance de Ouija, soit l'histoire a été inventée par l'esprit de Ouija pour qu'ils arrêtent d'essayer de chercher à comprendre qui était l'esprit malfaisant, ou encore une autre théorie, ce serait que un esprit malfaisant, peut-être l'esprit de Ouija, est essayer de les sensibiliser, de les vulnérabiliser pour peut-être les posséder derrière. Ou alors, l'hypothèse finale qu'on pourrait avoir, ce serait le Bye Bye Man existe. De toute façon, personne n'a de preuve qu'il n'existe pas ou qu'il existe, donc qui pourrait le dire? Bon les amis, c'est une histoire que j'aime beaucoup, vraiment, je trouve que c'est vraiment super intéressant de créer ce genre de petits récits. Après, quels sont les faits réels, quels sont les faits totalement faux? Je ne sais pas. Libre à vous de croire à cette histoire ou pas. Là, vu qu'on a parlé de lui et si vous pensez à lui, je suis pas sûr de pouvoir vous ramener en sécurité.
Mais bon, si vous êtes en sécurité, évidemment, la petite lumière, tu connais, sécurité, c'est la barrière, personne passe, toi t'as la barrière de la lumière, personne passe. Bon les amis, c'était vraiment super intéressant, j'aime beaucoup moi ce genre de petites légendes, comme ça on te raconte des histoires de monstres et puis on essaye d'incrémenter des aspects qui semblent super réalistes pour augmenter un peu l'attention et de se dire attends mais est-ce que ça existe ou pas, parce que c'est vraiment des éléments anodins. Par exemple, qui va aller vérifier, bon l'écrivain l'a fait, mais qu'il y a eu un orphelinat dans tel coin, de telle ville, de tel pays, donc ça entretient vraiment le mystère. On disperse des petits éléments réalistes alors qu'en fait c'est totalement faux. C'est comme si moi je vous disais 15 rue de la Parabole à Paris, vous avez eu un enfant qui s'est enfui et qui a tué tout le monde, et puis voilà, qui va savoir que 15 rue de la Parabole ça existe, toujours ça. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!